Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tech for good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Nous démarrons cette deuxième saison de Numérique avec Isabelle Machola. Elle a cofondé la start-up à impact Isaït. Plusieurs centaines de femmes africaines utilisent déjà cette plateforme pour réaliser des micro-tâches numériques. Elles gagnent ainsi un complément de revenus pour mener à bien leurs projets. Isabelle va nous expliquer pourquoi le modèle économique d'Isaït diffère de celui d'autres plateformes de digital labor, notamment pour offrir une rémunération plus élevée à ces femmes, mais aussi pour favoriser leur formation au numérique et leur professionnalisation. Bonne écoute! Bonjour Isabelle Machola. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Nous allons parler de ta société Isaït, qui est une plateforme d'externalisation de micro-tâches digitales. Mais la tradition dans ce podcast, c'est que nos invités commencent toujours par se présenter. Alors, est-ce que tu peux raconter quel a été ton parcours et comment tu en es arrivé à créer cette société? Super. Donc, je suis de formation ingénieur. J'ai eu mon diplôme il y a plusieurs années, presque 30 ans. Et mon parcours, en fait, il est assez simple à résumer. J'ai travaillé toute ma carrière, jusqu'à à peu près 2 ans et demi, dans des grands groupes. Alors, plutôt anglophone. Donc, j'ai commencé ma carrière chez EDS, qui était une boîte de services qui a été rachetée ensuite par HP. Ensuite, je suis passée chez Cisco. Je suis restée 13 ans dans des postes d'informatique. De Cisco, ensuite, je suis passée chez Dell, là aussi toujours dans un poste informatique. Et ma dernière fonction, je suis restée à peu près 6 ans et demi chez Publicis, où j'étais directrice informatique pour l'Europe au sens large du terme. On dit IMEA, Europe, Middle East et Africa. Pendant mon parcours, j'ai toujours été en soutien des femmes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieures. Alors c'est triste de voir qu'il y a 30 ans, il y en avait 10 à 15%, que 30 ans plus tard, il y en a toujours aussi peu. Donc j'ai toujours été en soutien. Et puis la femme, elle est faite différemment par rapport à l'homme dans une grande entreprise. Elle comprend pas toujours les règles du jeu. Donc j'ai toujours essayé de faire partager mon expérience. J'aime beaucoup l'humain avec un grand H et la notion de collaborer, partager son expérience, ça a été toujours un moteur qui m'a motivée. J'ai des valeurs personnelles très très fortes. Qui d'ailleurs ensuite ont fondé un peu les piliers d'Isaït, la justice, la tolérance, l'égalité, etc. Et au cours de ma carrière, évidemment, quand on est à 30 ans, 20 ans, quand on commence, parfois on s'assoit un peu sur certaines valeurs, pas les valeurs fondamentales, mais les valeurs, ce que j'appelle les valeurs périphérique, parce que peut-être on veut avoir la promo, peut-être qu'on se dit on est dans un écosystème, et plus j'ai vieilli, moins je pouvais supporter de bousculer ces valeurs, et donc c'est pour ça qu'il y a 2 ans et demi, je me suis dit il est temps pour moi de changer, de faire autre chose et de mettre en pratique ce que moi auquel je pense. J'ai toujours été très concentrée sur les problèmes de management, comment on fédère des équipes à travailler ensemble, qu'est-ce qui fait que la personne qui va travailler pour toi va te donner le maximum. Donc ça, c'est des sujets qui m'ont toujours passionnée. Et parallèlement à ça, une amie a créé un fonds de dotation il y a 10 ans. Et on était une bande d'amis, 5-6 copains. On mettait de l'argent perso pour aider des jeunes femmes en Afrique. Donc on a aidé des jeunes femmes au Burkina. On leur a acheté des séchoirs pour qu'elles puissent continuer à travailler pendant la saison des pluies. Et au Cameroun, on a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent produire plus facilement. De par le statut juridique de ce fonds de dotation, on travaillait avec des ONG. Et Philippe Koujambet, qui est le cofondateur d'Isaït avec moi, nous a rejoints plus tard. Et lors d'un voyage au Cameroun, où on a rencontré les jeunes femmes qu'on avait aidées, on s'est posé la question de dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'aider ces personnes. Quand on n'a plus rien, qu'on n'a plus de maison, qu'on a faim, qu'il y a un tsunami, l'ONG il y a un rôle pertinent. Mais nous, on est convaincus que ce qui donne du sens à la vie, de la dignité, c'est le travail. Qu'aujourd'hui, justement, le digital permet d'aller donner
du travail et des populations éloignées. Et Philippe, lui, il avait fait un peu un parcours comme moi, grosse corporate américaine, si ce n'est qu'il y a 10 ans, il a fait un virage sur les startups, donc c'est un web serial entrepreneur. Et donc voilà, on s'est dit, bon, on va créer cette plateforme, Isaït, justement pour aller donner des opportunités à des personnes qui ont du talent, mais à qui on n'a pas tendu la main. Voilà, et c'est comme ça qu'Isaït a été créé. Alors, Isaït a été créé en se fixant quelle mission, quel champ d'activité et en s'appuyant sur le constat de quel besoin. Alors en fait, Isaït a été créé sur la constatation qu'aujourd'hui dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, que parmi ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Donc c'est pour ça qu'Isaït s'adresse principalement aux femmes. Et puis, Isaït, c'est aussi basé sur le fait que le digital, c'est quelque chose qui arrive, qu'on vit, qui va augmenter au fil des années, et que le digital, au sens pur du terme, est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie financière pour la femme, et permet de transformer l'organisation du travail, c'est-à-dire de travailler de la maison, ce qui est vraiment bien pour la femme et pas uniquement d'ailleurs en Afrique. Et on peut passer d'un modèle, ce qu'on appelle vertical, où il y a le chef qui donne une action à un autre chef, etc., mais plus à un modèle horizontal basé sur des communautés. D'ailleurs, aujourd'hui, on est chez Make Sense, qui est un incubateur de start-up à impact social, et on a beaucoup appris avec eux comment on fédère ces communautés avec la force collective, le pouvoir qu'elles donnent. Donc, c'était vraiment pour donner du travail à des populations qui sont talentueuses, mais qui n'ont pas cette opportunité. Alors, ces personnes, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'elles font comme travail pour vous? Donc, alors, Isaïe, donc c'est une plateforme. Donc, comment ça fonctionne? On prend des projets digitaux d'entreprise. Donc, l'entreprise nous donne un projet. La plateforme va découper ce projet en micro-tâches et on appelle ces jeunes femmes. Elles se connectent sur la plateforme. Ce ne sont pas des employés Isaït, ce sont des indépendants style auto-entrepreneurs dans leur pays. Elles se connectent, elles voient plusieurs projets et en fonction de leurs compétences et appétences, elles choisissent le projet sur lequel elles veulent travailler. On a 3 grandes familles de projets. Un premier projet, c'est tout ce qui est enrichissement de bases de données. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des bases de données claires, fiables, avec des bonnes informations. Ça prend du temps d'aller chercher sur Internet que fait cette société, qui travaille dans cette société, quel est le revenu, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle enrichissement de données. Et donc, nous, on prend, ça peut être un fichier Excel de l'entreprise, et quand on va découper ce qu'on dit en micro-tâches, c'est-à-dire une micro-tâche, ça va être un nom d'une société. Et là, la hiteuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, va aller chercher les informations. Elle va être payée à la tâche et parfois même au champ qu'elle va pouvoir trouver. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est du tagage, indexation de catalogue de produits. Un de nos clients qui est une grosse marketplace, il a sur son site internet, il va aller chercher des produits de ses fournisseurs. Aujourd'hui, pour être référencé, il faut que quand tu vas chercher, alors c'est pas un client, mais tu fais une recherche sur Ikea canapé rouge qui fait l'angle, t'as pas envie d'avoir les, je sais pas, peut-être 400 canapés d'Ikea. Tu veux avoir quelque chose de bien précis. Et comment ça se passe? C'est parce que derrière l'entité canapé a été tagué en disant il est rouge, c'est un canapé, il fait l'angle, etc. C'est ce qu'on appelle le tagage. Donc là aussi, elles font ce genre de travail. On fait des modérations d'Instagram, de Twitter. On sous-titre des vidéos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas traduire, mais c'est juste sous-titrer. Et puis la troisième grande famille qui progresse énormément aujourd'hui, plus de 70% de nos clients sont dans ce domaine. Ce sont des startups dans l'intelligence artificielle. Et là, en fait, on apprend au robot, à l'algorithme, peu importe comment on appelle cette petite machine qui essaye d'être aussi intelligent que l'humain. Donc on est sans rentrer dans trop la technicité, le machine learning. Donc on apprend à la machine à être intelligente et donc nous, on va préparer les données. Donc un exemple très simple à comprendre, comment un robot aujourd'hui, il reconnaît un chat, et c'est parce qu'on lui a présenté des millions de chats sur différentes postures. Et là, le robot, avec l'algorithme, il va reconnaître un chat. Eh bien, nous, on va taguer des images
Et là, il y a plein de champs d'application dans la santé, les voitures autonomes, etc. Donc, c'est vraiment les 3 grandes familles sur lesquelles nos jeunes femmes travaillent. Et ces jeunes femmes, qui sont-elles ? On s'adresse à des jeunes femmes qui ont un minimum un bac+2, équivalent bac+2, et ou des futures entrepreneuses ou entrepreneuses, mais pas que. On a eu dernièrement une retraitée à Madagascar qui est au chômage, qui a passé les tests, etc. Surtout, la particularité d'Isaït, c'est qu'elle va venir chez nous avec un projet. Et nous, ce qu'on veut absolument montrer, c'est que c'est pas un projet à vie chez Isaït, c'est 100 heures par mois, et c'est en soutien d'un projet. Alors, on dit le projet de vie, c'est j'ai arrêté mes études parce que j'ai pas les moyens financiers, je veux les reprendre. Je suis en train de lancer un projet entrepreneurial, faut payer l'incubateur, faut trouver, etc. Je suis agricultrice, j'ai pris un microcrédit, quand il pleut, je peux pas aller dans les champs. Isaït me permet d'être un complément de revenu pour payer mon microcrédit. Donc le profil type, c'est plutôt une femme, et on a quelques hommes qui sont plutôt étudiantes, entrepreneurs ou qui ont arrêté leurs études. Et comment on rentre chez Isaït? On a un processus de passage de candidat. Il faut venir avec un projet, dire combien le projet représente d'argent, etc. Quelle est la motivation de ce projet. On fait une petite vidéo, comme on fait un pitch devant un investisseur pour montrer sa motivation. Et ensuite, on passe un test. C'est pas un test très compliqué. On s'est un peu inspiré du B2I qu'on passe en 5e. C'est juste pour voir est-ce qu'elle va être rigoureuse parce que on est une SAS, on est une société et qu'en face, il y a des clients qu'on a commit à ces clients un pourcentage de qualité. Et donc, on doit faire vraiment l'équation entre le travail fourni et ce qu'on va délivrer aux clients. Et puis, une fois qu'elle a passé tout ça, qu'elle est validée avec nos relais locaux, les hubs, eh bien, elle va mettre tous les documents nécessaires, donc la carte d'identité, son statut d'indépendant, sa carte d'étudiante si elle est étudiante, etc. On va la former sur le projet et ensuite, bien, elle a accès à la plateforme et là, elle se connecte quand elle veut pour travailler. Et on a créé des communautés virtuelles sur Facebook, donc c'est privé. On a aujourd'hui à peu près 520 personnes qui travaillent pour nous sur 11 pays d'Afrique. Et là, elles dialoguent entre elles. Et ce qui est assez génial, c'est de voir cette collaboration interpays et comment celles qui sont plus seniors aident les plus jeunes. Et donc, ça démontre bien ce que j'avais dit au départ, c'est que le collectif permet de donner du sens à ces jeunes femmes. Elles sont motivées et puis en plus, comme elles ont un projet, ça les motive à se former, à travailler. Donc, à la fin, c'est tout bénéf pour tout le monde, quoi. Tu as parlé de hub. Tu peux en dire un petit peu plus? Alors, en fait, chez Isaït, j'ai parlé des valeurs, donc transparence, honnêteté, etc. Donc, quand on a créé Isaït, on voulait au départ avec Philippe, on aurait voulu avoir plutôt un statut comme il existe aux États-Unis qui est B Corp, donc qui veut dire Benefit Corporation. Ça veut dire qu'on réinjecte une partie des bénéfices dans des structures plus sociales. Bon, ce statut légal n'existe pas en France, mais il y a une certification qu'on est en train de passer. Et donc nous, en fait, on a fait un business model assez simple. C'est quand le client donne 100, il y a 60 qui va à la jeune femme, 35 à Isaït en tant que marketplace et 5 à un programme qui s'appelle Isaït Help. Et en fait, ce programme, il a 3 axes. Le premier, il va sponsoriser, payer des personnes en local, donc c'est des hubs. Alors c'est quoi un hub? C'est souvent quelqu'un qui est dans une association, un incubateur, un Fab Lab. En Guinée, on a un médecin qui répare les jeunes femmes abîmées. C'est quelqu'un comme qui partage nos valeurs et qui a envie d'aider les femmes à être connectées et à leur donner du travail et qui va leur faire bénéficier de son lieu pour que si elles n'ont pas Internet, elles puissent aller dans son local pour avoir Internet gratuitement. On va prêter du matériel si au départ, dans la vie de la hiteuse, elle n'a pas. Donc le hub, il va aider à où est-ce que je vais chercher mon numéro d'immatriculation, nous on ne sait pas trop. Quelle est la meilleure banque s'il faut ouvrir un compte en banque. Il est quand même le relais local. La deuxième partie de ce programme Isaït Help, c'est la formation. Pour nous, on est convaincus que
être connecté au monde digital de demain, ça passe par la formation. Et qui va être encore le plus touché par le fait de ne pas avoir assez de formation? C'est toujours les femmes. Et qui, si on n'a pas cette formation, c'est la fracture numérique. Et donc nous, on fait des partenariats avec différents acteurs de la formation et on est ravis de dire qu'on a signé il y a quelques mois avec Open Classroom qui a ouvert son portail de formation certifiante où là, on va pouvoir offrir ce portail et donc ces formations certifiantes. Et puis la troisième partie de ce programme Isaït, c'est la mesure d'impact. C'est bien beau de dire oui, Isaït, on donne du travail, ça leur permet de faire ça et ça et ça. Il faut le mesurer et le montrer. Et donc dès le départ, on a intégré bien sûr dans notre plateforme toute cette mesure. C'était facile pour nous puisque on crée de scratch, mais on s'est associé avec le cabinet Kimso, qui est un cabinet de mesure d'impact social, et avec la méthode SROI, Social Return on Investment, on mesure l'impact d'Isaït. On va sortir notre deuxième rapport, mais l'année dernière, ce qui a été montré, c'est qu'Isaït a 3 impacts majeurs sur ces femmes. La première, c'est l'empowerment des femmes. Je ne sais jamais très bien comment on traduit, mais c'est uniquement mon mari ou mes parents qui gèrent pour moi ma vie, mais c'est moi en tant que femme. Éducation. Grâce à Isaït, je continue ou je reprends mes études. Et professionnalisation. En fait, d'être digital native, moi ce que je dis, c'est pas avoir un smartphone, ils ont toutes des smartphones, etc. Et c'est pas faire chit-chat sur WhatsApp, Messenger ou je ne sais quoi. Digital native, c'est savoir se présenter sur LinkedIn, c'est savoir écrire un email propre, c'est faire des bonnes recherches sur Internet, c'est évoluer dans ce monde digital. Et aujourd'hui, ce qui est assez flagrant, c'est que même des jeunes femmes qui sont équivalents Bac+3, Bac+4 en maîtrise, elles n'ont pas ces codes-là. Et si elles n'ont pas ces codes-là, elles vont pas être intégrées dans le monde de demain. Et donc vraiment, ce qui a été montré par le cabinet Kimso, c'est que l'impact est vraiment sur ces 3 critères. Je voudrais qu'on revienne sur le cœur de votre activité. On parle aussi de digital labor. Vous n'êtes pas les premiers ni les seuls à faire réaliser des micro-tâches à des personnes qui ont besoin d'un appui financier. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous distingue? Alors, en effet, le digital labor est quelque chose qui existait avant nous et qui va certainement continuer. Et d'ailleurs, j'encourage les personnes qui sont intéressées sur ce sujet de lire un livre de Antonio Casilli, qui est un professeur qui d'ailleurs nous suit. Il a interviewé certaines de nos hiteuses. Lui et Marie Gray, qui est aussi une chercheuse sur la geek economy américaine chez Microsoft. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, oui, nous, on a des concurrents et en fait, nos concurrents, on les a divisés on va dire, en 3 domaines. On a les concurrents qui font des digital tasks. Celui dont tout le monde parle, c'est Amazon Mechanical Turk. Nous, on les respecte pas tellement pour plusieurs raisons. Un, c'est que le business model est vraiment différent, c'est-à-dire que c'est le client qui décide du prix de la tâche. Nous, le client, il ne décide pas, on impose un prix. Deuxièmement, il fait pas d'impact, ça c'est sûr. Et troisièmement, il a un modèle quand même économique où quand tu n'es pas basé aux États-Unis et en Inde, tu ne reçois pas d'argent quand tu travailles, mais des coupons Amazon. Je laisse voir les personnes comment c'est comme modèle. Donc là, nous, en fait, où on se différencie, c'est un complément de revenu. Donc, c'est les 100 heures. Et 2, vraiment, on fait un effort et un travail autour de la formation et de l'impact. Ensuite, après, on a d'autres concurrents qui font aussi du digital labor. Samasource, californienne, avec Leila et Jenna, qui est très connue, et DDD, un Américain à New York. Et eux, en fait, ils sont super inspirants, surtout Samasource. Alors déjà, ils sont sur le territoire anglophone, mais ils sont des sociétés d'externalisation traditionnelles, c'est-à-dire que si je prends Sama, elle est au Kenya, en Ouganda, elle a des locaux, donc tu viens travailler comme si tu allais travailler chez Accenture, Infosys. Elle a une Sama School, donc elle fait comme nous de la formation, mais c'est traditionnel et aussi, ils font énormément de tâches autour de l'intelligence artificielle, du dataset. Donc, ils font de l'impact comme nous, c'est là-dessus où mais nous, on est beaucoup plus agile et le retour d'être plus agile, on va pouvoir payer
2 fois plus les personnes qui travaillent pour nous. Pourquoi? C'est très simple à expliquer. Nous, on n'a pas de locaux, on n'a pas d'infrastructure et on n'a pas ce qu'on appelle des managers intermédiaires. Donc, toute cette marge qui n'est pas prise pour cet écosystème, eh bien, on le redonne à la personne. Typiquement, chez Sana ou les autres, les personnes sont payées de 6 à 8 euros par jour. Nous, c'est 20 euros par jour. Et puis après, il y a d'autres acteurs qui font du digital task, beaucoup autour de tout ce qui est intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, c'est un vrai secteur. Et là, ils ont des plateformes comme nous. Je pense à une qui a été créée il y a 2 ans, Scale API, une Californienne qui vient de lever beaucoup de fonds. Ils font du digital, mais pas spécialement de l'impact, etc. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit dans cet écosystème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas trouvé un équivalent sur les 3 sujets, c'est-à-dire impact, plateforme et self-service, dans le sens où tu peux te connecter à la plateforme en tant que client et pousser ton projet. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que votre projet draine vers vous une certaine typologie de clients, ou est-ce que vous êtes arrivé à un stade où la qualité de service, le prix du service étant strictement identique à vos concurrents, mais en fait tout type d'entreprise va venir s'adresser à vous? Alors c'est une très bonne question parce que on nous pose souvent. Alors nous, quand on va voir un client, eh bien on va pas du tout voir les départements RSE, etc. Et on met pas du tout en avant la couche sociale. Si la personne est intéressée pour savoir qui est derrière Isaït, qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'elles font, pour chaque projet on fait des KPI, une sorte de scorecard, on donne aux clients, on lui dit vous avez donné du travail, ça représentait tant d'heures de travail, on a eu ces jeunes femmes qui ont travaillé pour vous, même s'ils ne les choisissent pas, hein, et voilà quelques commentaires de ces jeunes femmes, ce qui leur a permis. Mais c'est du bonus en plus qu'on donne. En fait, nous aujourd'hui, quand on va voir un client, on a un service qu'on peut vous rendre à un prix identique aux autres acteurs du marché, et donc la personne va aller plus vers nous parce que on est disruptif de fait d'être une plateforme, parce que le client il va payer uniquement ce qu'il va consommer. Quand on est dans les autres acteurs de l'externalisation, en général, tu payes plutôt des gens. Donc, si la personne ne travaille pas ou qu'elle ne fait pas, tu payes quand même. Donc, nous, on paye vraiment à la tâche. Donc, ça, c'est un modèle disruptif. Et on est agile, comme on est une plateforme, on s'interface rapidement. Donc, nous, avec qui on parle le plus, c'est des directeurs informatiques, c'est des directeurs techniques. Dans les grands groupes, c'est l'open innovation, etc. Et puis parfois, on arrive à parler à des acheteurs responsables qui disent je dois faire peut-être un quota d'achat responsable dans mon panel d'achat de fournisseurs, donc ça m'intéresse, mais c'est vraiment marginal ça. C'est aujourd'hui nous notre pitch, c'est de dire on garantit un service de qualité, on a des CGU qui garantissent 97% minimum de qualité, donc on va refaire faire la tâche jusqu'à ce que ce 97 soit atteint. Et d'ailleurs, on a aussi une offre qui s'appelle Gold. Et là, c'est du 100% qualité, c'est-à-dire qu'on refait faire tout une deuxième fois et on compare les résultats. Ça, c'est typiquement pour les boîtes qui font de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Je reprends toujours l'exemple de mon petit chat. Le robot, il apprend on lui met des photos de chats par millions devant lui, donc il commence à comprendre ce que c'est qu'un chat. Si on lui fait passer une photo de chien, là son système il va se dérégler parce qu'il va plus comprendre. Et donc c'est important pour les boîtes d'intelligence artificielle d'avoir 100% de qualité. D'accord. Alors sur l'intelligence artificielle, il y a aussi tout un débat sur le fait que l'intelligence artificielle va peut-être drainer beaucoup de destruction d'emplois. Comment tu perçois ce débat-là, vu de ta fenêtre et sur la base de ton expérience avec Isaït? Donc, c'est sûr, faut pas se cacher la vue, l'intelligence artificielle va détruire des emplois. Mais il va aussi en créer. Et nous, en fait, on positionne Isaït comme une tech for good, où on pitch en disant on peut utiliser le digital, donc le digital, l'intelligence artificielle, plus de l'intelligence humaine, ça peut être un vrai levier d'innovation sociale.
Il faut remettre dans le contexte où est-ce qu'on en est dans l'intelligence artificielle. Il y a des rêveries qu'on entend autour de nous. Aujourd'hui, dans certains secteurs, l'IA sait faire des choses, 70%, 80% comme l'humain, mais il y a encore des tas de zones d'activité où l'IA ne sait pas faire, ou ne sait pas faire complètement et a besoin de l'humain pour valider une prise de décision, pour valider un acte. Et justement, nous, ce qu'on dit, c'est que l'IA va devenir aussi une plateforme, que l'humain sera aussi une plateforme, que ces deux plateformes vont s'interfacer à travers des API, des interfaces de connexion. Et en fait, l'IA va aller demander à l'humain, en fait, j'ai jamais fait cette tâche, dis-moi comment on fait, parce que quand elle a jamais fait, elle est aussi intelligente qu'on lui a dit. Ou alors j'ai un doute, aide-moi. Et donc en fait, nous, on se dit, de toute manière, ce train du digital, il avance. Nous, on a envie d'être acteurs du changement, donc on va pas le laisser passer et regarder. Donc nous, on dit, on préfère être dans le train et justement utiliser cette technologie pour aller donner du travail à des personnes éloignées. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de multiples applications grâce à mon mobile, je suis agricultrice, je peux voir où est-ce que je peux aller revendre mes matières premières, tout ce qui tourne autour de la météo, la maman qui a besoin de savoir les médicaments. Enfin, je veux dire, il y a un vrai... Donc nous, on est plutôt positif vers le futur de l'IA et de la technologie. Isabelle, on arrive à la fin de notre entretien. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais aborder comme sujet ? Est-ce que tu as un ou deux messages qui te tiennent à cœur, que tu aurais envie de partager ? Alors oui, donc déjà je profite parler un peu du futur d'Isaït. On est en train de lever des fonds pour accélérer notre développement donc à l'international dans les pays anglophones et en Asie. On va avant la fin de l'année ouvrir à Manille, aux Philippines, pour couvrir justement le 24/7, quoi. Tu as l'air de travailler du lundi au dimanche sans espace, et puis accélérer le développement de notre plateforme. Donc ça, on est assez occupés en ce moment. Et puis le dernier message, moi je suis quelqu'un de très positif, comme on dit, j'aime bien voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc moi, j'ai envie de dire à tous les jeunes, mais pas que jeunes, prenons cette technologie du futur comme un vrai levier pour faire des bonnes choses. Donc je reviens un peu sur le Tech for Good ou l'innovation sociale. Engagez-vous, faites bouger les codes. J'étais la semaine dernière au Changemaker de la Tribune. C'est le citoyen qui doit influencer l'écosystème pour que les choses bougent. Et donc, levez-vous tous et soyez acteurs du monde de demain. Merci beaucoup Isabelle Machola. Merci. Avant de vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Numérique, revoici l'adresse du site web du podcast. Numérique, au pluriel et avec un deuxième S, .squarespace.com. Vous y trouverez notamment quelques références sur les travaux d'Antonio Casilli et Marie Gray qu'Isabelle a évoqués à propos du Digital Labor. Et si vous souhaitez encourager ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à le liker sur les réseaux sociaux. À bientôt!